Bonjour et merci beaucoup au Musée du Quai Branly de nous permettre aujourd'hui de partager pendant un temps très court autour de mes 7 années de travail et de vécu avec les communautés Ovaimba et d'autres communautés de langue Ocherero dans le nord-ouest de la Namibie et le sud-ouest de l'Angola. Donc 7 ans est un pan de vie. Même si on travaille pendant les 7 années, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pendant ces 7 années. On vit chez quelqu'un, il y a des relations qui se nouent, il y a des complicités qui se nouent, il y a des petits problèmes qui se nouent aussi, qui doivent être réglés au quotidien. Et il faut garder un cap pendant très, très, très longtemps. Donc, je vais essayer d'évoquer un petit peu toutes les problématiques, les difficultés, les joies, qui ont eu lieu, ou quelques-uns qui ont eu lieu au cours de ces 7 années. Et pour commencer, je voudrais parler du son, parce que pour moi, étant sud-africaine et ayant grandi en Afrique du Sud du temps de la ségrégation raciale, le principe d'organisation de notre vie était la séparation physique. Mais vous savez comme moi que la vie est débordante et chaotique et elle ne se laisse pas cantonner complètement. C'est jamais complètement étanche. Même s'il y avait des catégories pour les gens qualifiés comme blancs, comme moi, comme métis, comme africains, comme asiatiques, comme indiens, il y avait même un tiroir autre pour ceux qu'on ne pouvait pas classifier parce qu'ils étaient blonds, mais ils avaient quand même des cheveux crépus, donc ils ne savaient pas trop quoi faire. Et c'est ça le principe en fait de la vie, c'est qu'il y a toujours un cas qui n'est pas classable quand on est dans une attitude forcenée comme ça pour faire entrer des choses dans l'ordre. Et pour moi, le désordre est venu, cette manque d'étanchéité de la séparation est venu avec le son. Mon première prise de conscience de l'Afrique, que j'étais en Afrique, c'était des voix qui s'étiraient dans le veldt le soir. Ces voix que l'on ne comprenait pas, qui avaient d'autres rythmes, qui avaient d'autres harmonies, mais qui avaient déjà un petit peu les harmonies de nos églises. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un mélange, tout au moins un degré d'acculturation. Donc, pour moi, c'était à partir de ce moment-là, je cherchais à savoir d'où vient ce son, qu'est-ce qu'il y avait là où il y a le son. Et un jour, je l'ai vu, ma grand-mère m'a amené dans le Bechuanaland, en fait le British Bechuanaland, c'est-à-dire cette partie du Botswana qui n'est pas devenue indépendant directement de la couronne, mais qui est restée une partie de l'Afrique du Sud. Et elle m'a amené un peu loin, derrière une petite colline. Et là, il y avait une simple case avec une simple petite étagère, une table, un lit. Et c'était là, en fait, où vivaient toutes les personnes qui travaillaient dans la ferme que je voyais le matin très tôt arriver de nulle part et le soir disparaître vers ce même nulle part qui était séparé de nous. Alors, j'ai beaucoup cherché pour trouver une petite musique qui en fait correspond à ça et j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un paysage typique de cet endroit qu'on appelle le British Bechuanaland. Cette partie du nord-ouest de la province du Cap qui maintenant s'appelle Mpumalanga, je crois. Voilà. OK. Le deuxième élément sonore est un souvenir inventé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Vous savez, quand on a la culture sud-africaine, que l'on soit afrikaner comme moi, ou anglais, ou portugais, ou africain, à un moment donné, on nous parle de la guerre des boers. Aujourd'hui, on dit la guerre sud-africaine, la seconde guerre sud-africaine, à vrai dire. Et depuis ma toute petite enfance, on entendait à la maison parler de la guerre des boers, des gens qui ne se parlent pas parce qu'il y a un afrikaner qui s'est marié avec un anglais, donc qui a été exclu de la famille.
Et très tôt, ma mère m'a parlé de Churchill, qui était, comme certains d'entre vous pouvaient le savoir, prisonnier de guerre en Afrique du Sud. Et c'est là où on comprend comment les trajectoires ethnographiques ou des trajectoires de terrain est souvent liées à des histoires personnelles. Parce que pourquoi Churchill était sur place? Il y était parce qu'il voulait prouver à son père qu'il était un homme, son père qui le méprisait. Et donc, à un moment donné, il y avait un creux dans la construction de sa carrière. Et il s'est dit, allez, il y a une expérience formidable en Afrique du Sud, les troupes sont là-bas, on y va. Il s'est fait prisonnier. Et dans une case, un soir, il était espèce d'abri à fer ondulé, où il était enfermé. Il entendait les voix des Afrikaners qui chantaient pendant leur période de guerre. Et voilà ce qu'il entendait. Bly by my hier terwyl die skadu staan. Laat aan zielig my donker pad bestraal. Daar is geen ander hulp of troos vir my. Ek sien 'n vuur want hier U bly by my. Et voilà ce que dit Winston Churchill de ces Afrikaners qui chantaient, qui se battaient, 3000 Afrikaners contre tous ces troupes pendant 3 ans. Ils menaient une guerre de guérilla. Il disait, les bourgs chantaient leurs chants du soir, leurs psaumes du soir, avec des notes menaçantes, remplis de cris de guerre et pas tant d'amour que ça. Et ça m'a frappé dans le cœur. Et alors, je me suis dit que cette guerre était injuste, que les bourgs étaient des gens meilleurs que nous, que le ciel était contre nous et que nous allons perdre l'Afrique du Sud. Donc, voyez deux éléments sonores qui ont pour moi vraiment marqué en grande partie mon entrée en matière sur le terrain. C'était toujours, je me suis demandé à quel moment est-ce que je vais vraiment faire partie de ce moment où les voix s'étirent sur le Veldt. Et je peux vous dire, quand on arrive sur le terrain et que ça arrive pour de vrai et qu'on est dans cette vie, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, comment je suis arrivée à passer cette année avec les Ovaïmba. Alors, très simplement, c'est arrivé dans la salle de la Cinémathèque française le samedi matin, le cours que donnait Jean Rouge, qui était une sorte de, comment est-ce qu'on peut dire, un amalgame de toutes sortes de choses, de n'importe quoi, de philosophie, des choses loufoques, des gens complètement ratés qui venaient montrer leurs films, des grands films, et c'était tout et n'importe quoi. On pouvait dire ce qu'on voulait, mais on apprenait aussi à discerner, à voir et à avancer avec un travail de référencement multiple. Et Jean Rouge et Germaine Dieterlen venaient le samedi matin. Ils venaient nous montrer parfois les roches qui ramenaient du pays d'Ogon, où on voyait un tas de choses. Et ça m'a donné comme une envie de retourner en Afrique australe. Pas forcément en Afrique du Sud, mais en Afrique australe. Et pour pouvoir rendre compte de cette manière-là aussi. Donc pour moi, c'était vraiment une inspiration. Et il s'est avéré que j'avais une bourse et je me suis retrouvée en Namibie. Et par hasard, j'étais dans la résidence de l'ambassadeur et sur l'entrée, il y avait une carte postale avec un jeune homme Omuimba, avec une queue de cheval comme ça. Et je lui ai demandé, mais d'où vient ça? Et il m'a dit, mais vous qui êtes d'Afrique australe et qui a étudié l'anthropologie, l'ethnographie, vous ne savez pas qui sont les Ovaïmba. Et j'étais dans mes petits souliers parce que je ne savais pas vraiment. Et très vite, je suis allée chercher. Et je suis retournée à Paris, chercher l'argent pour retourner voir par moi-même. Et là, j'ai pu passer une dizaine de jours
Ah, bon, ben, je vais les faire parler. Ouais. Là, j'ai pu passer une dizaine de jours avec Kachira Munyombara, qui est... Oui, 5 months, ok. Qui était l'imminence grise de la culture Uvaimba. Et ce monsieur, il s'est mis à parler avec moi des étoiles, de l'amour, de l'élevage de bœufs, du mariage. Et je ne savais pas tellement s'il me prenait au sérieux. J'étais là tout seul, un petit peu jeune. Il avait l'habitude de voir des ethnographes passer, mais c'était de l'école, souvent c'était de l'école de Folkekunde de Cologne, et c'était des gens qui venaient presque en cravate, avec leurs petites notes, très structurées le travail. Ils ont fait un travail absolument formidable, mais c'était pas la même manière. Moi, j'arrivais avec un éclair coûtant et je filmais tout de suite, et je rentrais dans l'enclos des bœufs et je filmais dans la poussière de nuages. Et peu importe ce qu'il m'a dit, s'il m'a pris au sérieux ou pas, ce qu'il m'a dit m'a vraiment capté l'imaginaire. Et là a commencé une grande aventure. Je suis vraiment retournée encore à Paris et vraiment cherché l'argent. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse Lavoisier pour 6 mois qui était rallongée sur 1 an. Et depuis le terrain, je me suis débrouillée pour avoir des panneaux solaires et un ordinateur pour continuer à chercher des fonds. Et l'année est devenue 7 ans et j'ai été véritablement happée par la vie là-bas, les relations avec des gens. On a beaucoup rigolé, on s'est un petit peu bagarré, on a fait la fête. Et on a fait des choses absolument incroyables ensemble, dans ce sens que dès le début, je me suis dit comment je peux rendre compte par des moyens visuels principalement, c'est-à-dire la photographie et le cinéma, comment je peux rendre compte et comment je peux donner l'impression à celui qui va voir mes images d'y avoir été. C'était vraiment ça qui me motivait à chaque instant, comment je peux vous faire être là-bas avec moi en même temps que moi, mais aussi avec un principe de construction que j'utilise toujours, et c'est là, je suis pour rien, j'ai rien inventé, c'est le principe du phénomène social total où on regarde la vie dans son ensemble. Donc j'ai toujours essayé de montrer les situations dans leur ensemble, des scènes de famille, des grandes scènes, et lorsqu'il y a un détail à sortir, on le voit dans la scène. Je prends l'exemple qui me vient à l'esprit de l'appui-nuque. Au lieu de prendre les appuis-nuques et de les aligner, de les sortir avec une solution formelle et esthétique, on voit quelqu'un chez lui très naturellement appuyé sur son appui-nuque, et on voit où il est posé dans la maison, on voit comment la tête est posée. Donc pour moi, c'était toujours ça, des principes de construction. Je dois encore une fois, même si on peut aujourd'hui, avec la distance que le temps nous permet, aussi être très critique par rapport à la manière dont nos aînés se sont comportés sur le terrain, et je vais faire évidemment référence à Marcel Griault. On sait qu'il y a des choses qui sont revenues, qui ne devraient pas le faire, ou pas de cette manière-là, de toute manière. Et je pense que là, on est dans un moment de notre histoire où on va peut-être revoir ça. Mais le principe du travail multimédia a été bien implanté là, et de travailler avec du dessin. Donc j'avais un assistant que j'ai vu avait un talent pour du dessin, et ma sœur est venue de Paris avec des crayons et de quoi, elle qui est artiste, graphiste, elle lui a donné des cours, et tout au long de ces 7 années, tous les jours, je lui ai donné une liste et je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas dessiner ceci, cela. Donc, il suivait mon plan, mais il ramenait aussi plein d'autres choses parce que mon plan n'était pas en activité, entre guillemets, ce jour-là. Et donc, de cette manière-là, ce qui est très important à comprendre dans ce relationnel, c'est que les gens deviennent en quelque sorte
co-auteur de votre écriture, de votre ethnographie. Parce que pour moi, j'ai jamais eu d'ambition autre que de faire de l'ethnographie, c'est-à-dire de faire un compte-rendu de ce qui a été partagé avec moi sur le terrain. En nouant des relations, les gens entrent dans cette écriture et ils comprennent. Et le cas s'est produit avec la fille aînée, cadette du roi, chez qui j'ai habité, qui, en fait, elle a très vite compris ce que je voulais faire et un demi-mot. Et quand je lui disais quelque chose, elle comprenait tout de suite. Et aussi, elle a étudié ma manière de travailler. Évidemment, j'ai enlevé toutes les lumières, tous les signes de tous mes appareils pour ne pas les déranger, mais aussi pour qu'on ne voit pas quand je filme, forcément. Mais elle a très bien compris que quand mon corps était en tension, que j'étais en train de filmer. Et donc, elle entrait dans sa propre mise en scène. Des choses comme ça. Ou, par exemple, on a fait une exposition multimédia à Windhoek, à mi-chemin de mon terrain, et c'était la première fois qu'ils sont venus participer à une expérience comme ça. Et c'est-à-dire, c'était la première fois qu'ils ont assisté à une représentation culturelle, tout court, et représentation culturelle de leur propre culture. Donc, pour la première fois, à mi-chemin des 7 ans, ils ont compris pourquoi j'étais là à longueur de journée avec mes caméras en train de filmer. Ils ont vu. Et ça a complètement changé leur rapport par rapport à leur culture. Dès qu'on est retourné à la maison pour rendre compte de cette grande expérience de l'exposition, ils se sont mis à danser. Et ils m'ont dit, mais le prochain travail qu'on va faire sur la culture est à Paris. Rendez-vous a été pris, on n'a pas encore honoré le rendez-vous. Il faut un peu de moyens pour faire venir tout ce monde ici, mais on n'a absolument pas abandonné. Et par exemple, quand on était à Windhoek, on allait dans les écoles et dans les townships pour faire des espèces de petits, ce qu'on appelle des performances, mais en fait, c'est des extraits des rituels ou des commémorations que j'avais déjà filmés. Et donc, je leur avais demandé de faire une sorte de remise en scène, une reconstitution. Et ils l'ont fait sans aucun problème. C'était la seule chose, un jour, que j'avais à leur dire, c'était de s'avancer un petit peu pour être visible sur la scène. Et je filmais ces représentations qu'ils ont improvisées à merveille comme ça. Et à un moment donné, Kakandona, cette jeune femme, elle me regardait du coin de l'œil, elle voyait que la personne que je filmais était en train de perdre sa tension un petit peu, parce que quand on fait des danses de trance, il y a des moments où il y a une sorte de passage par le mort, ou un petit mort, ou une simulation de la mort. Et elle voyait que je commençais à baisser la tension, elle faisait comme ça, elle sortait une grosse voix très basse, parce qu'elle savait que le son allait me remettre en action, et je me remettais à filmer, et dès que ma tension était reprise, mon attitude corporelle était reprise, la personne devant moi s'est remise en action. Je vais vous montrer 2 extraits de ces scènes que... Ah, d'accord. D'accord, ok. Bon, ok. En tout cas, vous pouvez tous être en contact avec moi. Les extraits que j'avais voulu vous montrer sont sur YouTube à voir. Vous pouvez les voir et on peut continuer la discussion comme ça. Je montre une petite extrait et après... Ça, c'est mon campement, c'est là où j'ai vécu. Ça, c'est chercher de l'eau. Voilà. Maintenant, il faut le... Voilà, ça, c'est Kakandona qui fait, au bout de 3 nuits de travail sur la cérémonie transe... s'était prolongée aux petites heures du matin, dès les premières lueurs de la nouvelle journée. L'esprit de l'oiseau en gombo est là et poursuit ses cris et son envol en Kakandona.
Là, c'est l'esprit d'oiseau qui est en elle. Et regardez ce qu'elle va faire. Je ne l'ai jamais, avant de la filmer cette fois-là, je l'ai vue faire ça. Elle fait un grand tour de la maison, elle fait sa grande mise en scène. Elle m'oblige à la suivre. Même le roi qui est là debout, à un moment donné, il a dit, mais Kakandona, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Et vous allez voir, elle va faire quelque chose d'encore plus ingénieux. Donc on va faire un autre grand tour. Mais pour celui qui filme, c'est absolument fabuleux parce que ça nous donne l'occasion de montrer l'ensemble de l'endroit et la disposition des gens. Et regardez, je vais venir sur Kukatepa, qui a ramé toute la nuit, qui n'est pas pu entrer en transe parce que toute cette cérémonie était pour elle. C'est elle qui avait le problème. Kakandona voit que je suis sur elle. Elle va s'asseoir dans l'axe de ma caméra. Je suis en plongée, donc je ne l'ai pas, et elle m'oblige, avec la fatigue, elle m'oblige à descendre. Vous allez voir, à la fin, je suis obligée, c'est un peu bancal, je ne l'ai pas, voilà, pour l'inclure. Enfin, l'esprit Ongombo se calme Voilà. en Kukatepa. Donc ça, c'est un exemple où on peut dire que l'ethnographie avant d'abandonner le corps de la jeune femme, est tout au moins, en partie partie, une sorte de fiction ou une espèce d'écriture à plusieurs. Et j'accepte tout à fait cet aspect des choses. Je pense à cette condition qu'il y a une très grande responsabilité qui l'accompagne pour que les choses restent plausibles, probables, et pour qu'on ne fausse pas des choses, mais surtout qu'on fasse très attention aux personnes que l'on filme. Alors, je ne sais pas si on a peut-être temps pour une petite question ou c'est vraiment pas possible. Et là. Ok. Ben, on peut peut-être sortir en cortège et continuer un petit peu. En cortège, oui, c'est un grand mot, c'est manière de parler. Bon, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci, merci.